Comme Quentin, j'ai été une cancre, une vraie. Nous avons été méprisés, rejetés, sans aucun avenir. Jusqu'au jour où sur notre chemin, quelqu'un nous a tendu la main. C'est ce qui est arrivé aussi à Jean-Michel Apathy, à Bernard Campan, Linda Elia, Thierry Marx ou encore Marc Puch. J'étais encore convoqué dans son bureau, je sais plus pourquoi j'avais fait, je sais plus ce que j'avais fait, c'était encore une bêtise. Et elle m'a dit vous êtes un cancre, vous n'avez jamais rien dans la vie, et voilà. Donc peut-être quand elle te dit ça, un proviseur quoi, qui dit ça à un élève. Quoi. Enfin moi maintenant, avec du recul, quand je pense à ça, je trouve ça assez grave. Quoi. Enfin pour moi c'est grave. Quoi. De dire que c'est un jeune, t'as pas le droit de dire c'est un jeune. Quoi. Tu te dis voilà quoi, qu'est-ce que je veux venir quoi. Il n'y a personne qui se préoccupe vraiment de toi, à part mes parents et puis 2-3 personnes, mais sinon. Enfin, je veux dire, t'es pas. T'es mis de côté, quoi, t'es mis sous le banc de touche, quoi. Parce que voilà, tu fais pas l'effort, donc nous on fera pas d'effort pour toi. En gros, c'est ça, quoi. Il n'arrivait pas à apprendre, à mémoriser une récitation ou même les tables de multiplication, c'était galère, quoi. Donc je faisais tout le temps copier. Alors les lignes, il en a fait. Hein. Puis en plus, comme il écrivait un petit peu mal, donc j'avais acheté un cahier d'écriture, quoi. Donc je sais faire des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Et puis pour les tables de multiplication, c'était apprendre par cœur, quoi. Donc on est tout le temps, tout le temps, tout le temps sur son dos, quoi. Il en pleurait parce qu'il n'y arrivait pas. Donc on essayait de l'aider comme on pouvait, quoi. Mais on ne pouvait pas faire autre chose, quoi. On ne pouvait pas faire plus. Moi, les systèmes scolaires, je ne me suis jamais retrouvé. Je m'isolais volontairement, j'étais toujours au fond de la classe, jusqu'au jour où j'avais un proviseur qui m'avait dit à l'époque « De toute façon, en plus, vous êtes un imbécile, vous ne ferez jamais rien ». Cette phrase m'a profondément blessé et j'ai vraiment le sentiment d'avoir fermé tout ça parce que j'ai dit, puisqu'on m'a dit que j'étais un imbécile, donc comment je peux faire pour comprendre, même si je comprenais certaines choses. Donc j'étais déjà bloqué, fermé. Donc ça, c'est assez terrible, oui. Ça, c'est assez terrible. Voilà, même si intérieurement, je me suis jamais considéré comme un cancre. Jamais. Parce que j'ai refusé ça. Je trouvais que c'était profondément injuste. Donc intérieurement, je refusais. Voilà. On nous met de côté, on nous punit, on dit qu'on est dyslexique, qu'on est cancre, qu'on est nul, qu'on fait plein de fautes d'orthographe. Et tout s'abat sur nous, quoi. C'était terrible. Je revois ma mère qui revenait du rendez-vous de la directrice. Elle était en larmes et elle s'acharnait. Fais comme tes cousins, pourquoi tu lis pas, pourquoi tu... Et puis on me disait ça et moi je pouvais, en fait. J'étais incapable de faire tout ça. Donc les maîtresses se sont quasiment vengées sur moi, se sont acharnées. On m'a dit, toi tu dois aller, tu dois pas faire partie de la classe, donc comme on est obligé de t'intégrer, que tu es obligé d'être là, il faut aller en quarantaine. Donc on m'a mis 40 jours au fond d'une classe à ne pas participer à l'école, à la classe. Donc ça a été assez... J'étais tranquille au moins. T'es vite mis à l'écart hein, à l'école quand t'es un peu timide ou réservé ou puis qu'il y en a un autre. Mais ça c'est partout pareil, c'est même dans la vie, c'est partout pareil ça. Quand t'es un peu pas différent mais. Tu trouves ça juste? Bah, juste, non c'est pas juste. Mais après je veux dire, qu'est-ce qui est vraiment juste quoi. À cet âge-là quoi, je veux dire. Tu réfléchis pas à tout ça à cet âge-là, donc ça se fait automatiquement. Je pense aussi que dans les écoles, en école primaire ou ceux qui sont mis à l'écart, peut-être qu'ils sont pas assez bien accompagnés. Pour un petit troupeau d'élèves qui se passe à côté, bah, ma foi, c'est tout, ça passe à côté, quoi, voilà. Par contre, les bons élèves, ils savent bien, ils les mettent relativement sur un piédestal assez facilement. Pour eux, des fois, c'est des problèmes psychologiques, il faut passer par des psychologues et puis ça va se passer comme ça. Il était voir une
psychologue, psychothérapeute, pendant 3-4 ans. Il n'aimait pas trop parler avec elle, moi non plus d'ailleurs. Pourquoi? Ben, j'ai pas trop une approche avec ces gens-là, j'ai pas trop... non. Vous vous êtes senti Coupable, ouais. coupable de quoi? Ben, coupable de peut-être pas avoir fait le nécessaire avec Quentin. Alors, on y va. Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h sur France Info avec vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour Fabienne. J'ai été très vite en échec scolaire. La 6e a été chaotique, au point qu'on m'a mis dans une 5e de transition, donc qui annonce un passage vers l'enseignement technique plutôt, parce qu'on se dit celui-ci, on n'en fera pas grand-chose. Donc les locaux n'étaient pas les mêmes, c'était vraiment, on était mis un peu à l'écart, donc en 5e, donc j'étais déjà en échec. Et après, je sais pas trop, j'ai un peu oublié tout ça parce que vraiment, tout a été douloureux, difficile. Et quand c'est douloureux et difficile, sans doute un enfant, il travestit tout ça. Au fond, on est bravache, bon, alors, puisque le système ne veut pas de moi, j'embête le système. Cet échec scolaire, bien sûr que j'intègre quelque part dans ma tête et qui doit me décevoir, je le vis comme quelque chose, au fond, que beaucoup de gens vivent autour de moi. Et comme personne ne surinvestit l'école, on ne me dit pas, à l'époque, on ne me le dit pas, tu es un cancre. À l'époque, on me dit, bon, écoute, ça ne marche pas à l'école et tu feras autre chose. On dédramatise, à l'époque, beaucoup l'échec scolaire. Mais j'ai vécu d'autres choses. J'ai vécu, jeune, la confrontation avec des ouvriers, des travailleurs, des gens simples, des gens rugueux. J'ai vécu des expériences, j'ai vécu la vie, quoi. J'ai vécu ça, jeune, très jeune, dans des aspects qui sont positifs et négatifs. Vous aviez quel âge? À partir de 14-15 ans. Voilà, pendant que les autres étaient sur les bancs de l'école. Bien sûr. Les autres étaient protégés d'une certaine façon, livrés à cette activité passionnante, parce que ça nourrit les êtres humains, les activités intellectuelles. Moi, j'ai été nourri à des choses plus rugueuses que ça, plus difficiles que ça, mais amusantes aussi, passionnantes. J'ai commencé à boire très jeune, à fumer très jeune, à sortir très jeune, à me battre très jeune, à gueuler très jeune, oui, bien sûr, hein, j'ai appris tout ça. Le soir, quand il fallait rentrer, il fallait faire les DM de Malte, tout comme ça et tout. C'était la croix de la bannière avec mon père. J'attendais qu'il me fasse mes devoirs, quoi. Mais bon, il ne le faisait pas, donc du coup, je les faisais, mais il restait à côté de moi, et si je me rappelle, c'était horrible. Je détestais ça, quoi. Parce que des fois, je m'énervais, quoi. Je claquais tout, et je partais de ma chambre, parce que j'en avais marre, quoi. Puis des fois, ça partait en clash, limite à manquer de respect à mon père, quoi. Alors que je suis pas du tout comme ça, quoi. Mais il n'empêche que tu m'as dit, mes parents, ils n'ont jamais lâché. Ah non, bah non, mais c'est encore pour ça que j'arrive aussi encore aujourd'hui, parce qu'ils ont eu du courage. Ouais. Et s'ils avaient lâché? Bon, ils n'auraient pas lâché. J'imagine même pas, ils n'auraient jamais lâché, donc. Mais s'ils avaient lâché? Pour moi, c'est pas possible, c'est pas envisageable, j'arrive pas à m'imaginer s'ils avaient lâché. Si plutôt j'aurais continué, par exemple, dans la voie où j'étais parti, avec des délinquants, quoi, il faut le dire, hein, je veux dire, il faut rien cacher, un délinquant, j'ai rarement vu un délinquant qui se tapait des vins en maths, etc. Je veux dire, un délinquant, il n'y a pas que ça, le délinquant, mais il y a plein d'autres choses, c'est compliqué, enfin, je sais pas. On dit les cités et tout, mais je veux dire, tous ces gens qui sont dans les cités ou ces trucs-là, je veux dire, est-ce qu'ils ont été accompagnés? De la même manière que ceux qui vivent, est-ce que c'est ça? Moi, je pense pas.
Oh là! Ah, c'est une belle salle, mais c'est original, cette... Enfin, il faudrait que je la photographie. J'ai pas mon téléphone. J'aime bien faire une petite photo de la salle. C'est en quatrième qu'une copine qui m'a dit « Mais Bernard, faut que tu fasses gaffe parce que si tu continues comme ça, tu vas redoubler. » Et voilà. Et là, ça a été le ting. Quoi? Redoubler? Moi, fils de prof? C'est pas possible. De quoi elle me parle? Redoubler. Et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à ça. Et je crois que c'est là où tout m'est apparu, que j'avais des très mauvaises notes partout. Alors je devais les dissimuler certainement, parce que je me rendais compte que pour mes parents, il valait mieux les dissimuler, mais je ne me rendais pas compte des conséquences, quoi. Pas du tout. Et la prof de français, alors elle, j'ai oublié son nom, mais je ne l'ai pas oublié. Ah là là, quelle vache, quelle peau de vache. Et qui dit, bon, voilà, je vais vous annoncer ceux qui redoublent. Et elle commence par, je me souviens, c'était par ordre alphabétique, Amiro, un garçon qui s'appelait Amiro, bon, Amiro, et qui explique pourquoi Amiro redouble. Je vous l'avais dit, Amiro, vous n'avez pas fourni le travail nécessaire, etc. Et vous ne fournissez aucun travail, comme Campan, parce que Campan redouble, évidemment. Et voilà. Et moi, j'ai eu droit... juste à ça, quoi. Espèce de coup de couteau, de coup de sabre. Campan redouble. Aujourd'hui, à 58 ans, j'en parle et ça me retourne, quoi. Bon, avec toute la distance que j'ai aujourd'hui, je vois que c'est un point central voilà, qui est là. C'est étonnant. Donc, j'ai pas eu droit aux explications. J'ai pas été... voilà, j'ai pas été considéré. Voilà, il y a une espèce de coup de massue, de décapitation. Campan redouble. Comme Campan, évidemment. Campan redouble. Faut pas croire qu'on est mauvais élève sans peine. Enfin, à mon époque, surtout pas. Donc, il y a la honte. La honte, malgré les efforts, de ne pas rendre des copies avec des notes qu'on aurait espérées. La honte de ne pas avoir compris. Donc, la note est la sanction. Et c'est une sanction qui va être la risée de l'ensemble et des élèves et des enseignants. Et puis, le rôle du perdant, finalement. Vis-à-vis de votre copain, vous pouvez arriver à donner le change en disant « oui, mais je suis baraqué, vous allez voir, si vous venez m'emmerder, ça va friter ». Et puis, vis-à-vis de vos parents, ben, vous êtes celui qui ne réussit pas. Vis-à-vis du corps enseignant, vous êtes celui qu'il va falloir sortir du système et qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris à leur système. Et le conseiller d'orientation, ça a été lui, il avait à analyser des faits. Les faits, c'est que j'étais déscolarisé. Les faits étaient que je ne suivais pas au collège, que je n'avais pas le niveau pour aller au collège et que de toute façon, les gens comme moi devaient aller en mécanique générale. Et c'était la seule option du Val-de-Marne. C'était la seule option. Donc, il n'en avait pas d'autre. C'est-à-dire que quand j'ai dit je voudrais faire l'école hôtelière, je ne lui parle pas de boulangerie, moi, ce qui m'avait fait rêver, et ce que je n'ai peut-être pas osé dire à l'époque, c'est que dans le quartier de ma petite enfance, ce qui me faisait rêver, c'était le boulanger. Mais le type, il n'avait pas ça dans son catalogue. Il avait, pour des personnalités comme la mienne, la possibilité d'aller, comme 90% des gens de la cité des Beaux-Labés ou de la cité des Boulereaux, aller en mécanique générale. L'école lui a dit à lui et à d'autres, vous êtes des cancres, vous ne ferez rien dans votre vie. Et je ne vais pas dire le mot abruti, parce qu'il y a eu des mots forts qui ont été dits, je n'ai pas le souvenir exact,
mais vous finirez en apprentissage. Vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais, montrez du doigt. Vous finirez en apprentissage. Il rentre à la maison, il dit, moi je ne suis pas débile, je ne veux pas aller en apprentissage. L'apprentissage, il paraît que c'est pour les débiles. Il finit par croire qu'il est bête, hein, quand même. Hein. Parce qu'il y a très peu de gens qui lui ont dit qu'il pouvait faire quelque chose. Et puis bah, nous, quand on lui dit, je ne sais pas s'il nous croit encore, enfin, il doit plus trop nous croire. Quelle orientation tu choisis après la 3e? Eh ben, déjà, en fin de 3e, je voulais rentrer dans un lycée de mécanique viticole. Et j'étais sur liste d'attente, j'étais une liste d'attente parce qu'il y avait les bulletins. Et forcément, il fallait avoir la moyenne à certaines matières et puis sur du long terme. Mais moi, c'était pas le cas, donc du coup, ça s'envole. Et puis là, j'ai un doute. Je sais pas quoi faire, quoi. Il y a une barrière qui se met devant moi et je peux pas y accéder parce que j'ai pas forcément fait les efforts nécessaires ou j'ai pas forcément su suivre correctement en cours. Et là, tu te dis, bah mince, je vais faire quoi? Donc du coup, je suis quand même rentré en apprentissage, mais dans un lycée au Mar d'Or. Enfin, c'est un lycée à côté de Dijon. Là, c'est pas la même ambiance. Ah bah là, il n'y a pas de test, il n'y avait rien. Là, je veux dire, là, il faut remplir le CFA. Là, et là, c'était pas la meilleure de mes années aussi, parce que j'étais vraiment dans un CFA où il y avait vraiment beaucoup de délinquance et beaucoup de... Même 2-3 qui sortaient de prison, qui étaient dans notre classe. C'était un peu les délinquants, donc tout le monde les craignait. Enfin, c'était vraiment un autre monde. Et toi, tu te retrouves là-dedans. Tu te dis, c'est ça, ceux qui sont en échec, ils sont obligés de se retrouver avec toute cette délinquance. Après, je dis pas qu'il faut forcément les mettre de côté ou pas, mais je veux dire, c'est dur quand même. Tu arrives là-bas pour apprendre un métier, tu te retrouves dans une classe où même le professeur, il connaît à peine son métier, quoi. Je veux dire, enfin voilà, quoi. Je veux dire, c'était... Passage cruel du redoublement, tel que je l'ai vécu, ça a été très, très, très violent, très cruel. Donc c'est le principe du traumatisme. Donc il y a quelque chose qui s'est construit malgré ça. J'aime pas dire avec ça, mais qui s'est construit autour de ça. Ouais. Comment ont réagi vos parents? J'ai l'impression qu'ils se sont plus flagellés eux-mêmes qu'ils ne m'ont fouetté moi. Ça a été... Eh ben voilà, on le savait, enfin, on aurait dû s'en douter, c'est de notre faute, oui, il y a eu un peu ce côté-là. Après, ça a été une forme de résurrection, changement de collège, avec ma mère comme prof qui me surveillait, et là arrivent des profs qui m'ont sauvé, quoi. Il y a vraiment les profs qui m'ont... Voilà, c'est des mots, mais c'est ressenti comme ça, qui m'ont assassiné, et puis d'autres qui m'ont sauvé. J'ai été embauché dès l'âge de 17 ans et demi dans une entreprise de monuments historiques, où j'ai démarré comme tailleur de pierre. J'ai eu la chance de rencontrer un maître qui m'a pris sous sa coupe, parce qu'il sentait bien que j'étais un jeune en souffrance qui se cherchait. Et lui m'a appris toutes les valeurs essentielles. Pour moi, l'amour du beau, du vrai. Il m'expliquait que si chaque homme pouvait construire sa vie comme une œuvre, une cathédrale, le Louvre, les gens se porteraient nettement mieux. Et ça, c'est des choses qui m'ont fait énormément de bien, parce que ça répondait à une question que je me posais depuis toujours.
quel est le sens que je veux donner à ma vie finalement? On m'a dit que j'étais un imbécile, que je ne ferais rien. Ça pouvait pas être possible. C'était pas possible pour moi. Et cette phrase de dire que si chaque personne pouvait faire de sa vie une œuvre, ça m'a parlé. Avec les valeurs du respect, d'engagement, de volonté, de beau. Là, ce sont des choses qui m'ont parlé. Jusqu'à 20 ans, j'ai aucune rencontre. Personne pour m'aider, que des gens pour m'humilier, pour me regarder comme une pestiférée, une personne bizarre. La pauvre. Elle a intérêt à bien cuisiner, pour avoir un mari, pour garder son mari. Enfin, j'entendais de ces choses. Il faut qu'elle soit entretenue par un homme, parce qu'elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Donc pour moi, j'étais dans cet état, j'étais comme ça. Mais je savais qu'au fond de moi, j'avais mon jardin secret et qu'autre chose allait me sortir de là et me sauver. Et j'ai eu une très très belle rencontre, c'est mon professeur Gonzalo Belmonte, mais bien après, qui m'a sorti de là et qui m'a écouté, qui m'a accompagné, qui a accompagné mes envies, mon discours, qui j'étais. Il m'a juste donné des petites bases de technique de la peinture, mais après, il accompagnait mon geste. Tout ce que je pouvais faire, il le commentait. Et c'était pas nul, c'était bizarre. J'ai dit, tiens, il m'a dit justement, c'est ça, tu tiens quelque chose. Et enfin, on me regardait pour ce que je sortais de moi. Et ça, c'était, lui, il m'a sauvé vraiment. Hein. On laisse tomber, on doit rajouter un peu d'huile, on ne fera pas, c'est la cagration. Voilà. Comment ça s'arrête? Ça s'arrête quand je prends confiance en moi. Et comment j'ai pris confiance en moi? C'est que ma mère en avait ras-le-bol que je me bagarre toutes les 5 minutes. Mon père aussi, il me disait, mais tu sais, il y a des sports où on peut se bagarrer et tu auras beaucoup moins de problèmes. Et il y a 2 options dans la cité. Il y avait de la boxe au ring montreuillois et il y avait du judo à Champigny. J'ai choisi les 2 options, boxe et judo. J'étais plus débrouillard dans le judo, donc j'ai continué dans le judo. Mais physiquement, ça m'a donné confiance en moi. Et en même temps, ça m'a éloigné du petit groupe qu'on avait formé dans la cage d'escalier. Et cette espèce de confiance que j'ai idéalisée probablement m'a fait, à 15 ans, quitter l'univers de la cage d'escalier et de la cité. C'est d'avoir accepté une autre forme de cadre éducationnel que celui de l'école. Et grande chance pour moi, je vais découvrir un autre cadre éducationnel qui va être les compagnons des devoirs. Et les compagnons des devoirs, eux, vont me dire, nous, on est la noblesse de l'ouvrier. Or que je venais d'une cité où l'ouvrier était quelque chose qu'on devait plutôt mépriser, une espèce de chair qui était là, qu'on pouvait utiliser, corvéable à merci. Eux vont me dire, non, nous, on est l'élite du monde ouvrier. Donc ici, il y a des valeurs, la parole donnée, l'engagement, tout ça, il faut le respecter. C'est une transmission orale, il faut respecter. Et je crois que c'est les compagnons qui m'ont fait comprendre que quand on était instruit, ou instruit intellectuellement, ou instruit par un métier, bien que les deux se rejoignent, on devient un homme libre. Libre de choisir sa destinée et son projet. Et ça, je le dois aux compagnons des devoirs. Pourquoi là-bas, il y a du sens pour vous et que vous lâchez prise? Parce que dans ces cadres éducationnels, on commence par la pratique. Donc, quand on vous dit, tous les matins, tu vas avoir 3 litres de crème pâtissière à faire, et qu'arrive le printemps ou l'été, où on vend moins de crème pâtissière, il faut la diviser par 3. Ah! Et là, il y a un ancien qui vous dit, attends, c'est pas dur, c'est une division, je te montre. Toi, tu traces tu mets un chiffre là, et tu apprends. C'est pas comment j'apprends la division, c'est pourquoi je l'apprends. À quoi elle va me servir? Et ça devient un outil utile. Je me souviens de ma première plaque sur laquelle je devais écrire « Joyeux anniversaire ». Je ne savais pas écrire « anniversaire ». Vous voyez la peine que c'est pour un ouvrier de ne pas avoir, d'un apprenti, de ne pas oser dire est-ce qu'il y a un E à la fin ou est-ce qu'il n'y a pas de E? Et on était là à tous s'interroger entre apprentis. Est-ce qu'il y a un E? Alors oui, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Mais si, il y en a un. Alors je ne sais plus. Et qu'un ancien, nous voyant paniquer un petit peu là-dessus, prend joyeux anniversaire, l'écrit au cornet et l'affiche dans le laboratoire. Il ne nous dit pas, vous ne savez pas écrire.
Voilà comment ça s'écrit. Et il ne le dit pas, et il l'affiche. Vous vous rendez compte que ça vous dénoue l'estomac. Vous allez oser aller passer votre permis de conduire, vous comprenez ce que vous lisez. Vous comprenez l'équation du freinage qu'il faut apprendre pour apprendre à freiner. Vous comprenez comment remplir un document administratif. Vous lisez et vous comprenez ce que vous lisez. Et là, apprendre devient du plaisir et plus une torture. Ça change tout. Ça change tout. Est-ce que la première année chez les compagnons, tu es dans un processus de réussite tout de suite, où ça met du temps? Ça met du temps, ouais. Ça met du temps. Je m'accroche, quoi. Ça met du temps, mais ouais. Pourquoi ça met du temps? Parce que j'ai toujours pris du temps pour tout faire, donc voilà, c'était ma façon d'être, et puis... Mais ça met du temps, quoi. Mais par contre, chez les compagnons, on te laisse prendre ce temps? Ah ouais. Ah ouais. Chacun avance à son rythme. Il n'y a personne pour te dire t'arriveras jamais à rien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Il faut confiance, et puis dans tes manques de faiblesse et tout, tu sais qu'il y a toujours quelqu'un pour t'épauler, pour te remonter le moral, ou pour te conseiller, ou pour te... Voilà. C'est ça qui est bien aussi. Quand tu arrives à 18-19 ans, tu sors d'un échec, tu sors de quelques années pas forcément faciles, et tu arrives et tout de suite on te fait confiance. Voilà, quoi. C'est pas parce que on te faisait pas confiance avant que nous on va pas te faire confiance, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et justement, est-ce que cette confiance qu'on t'accorde, est-ce que ça transforme ton être? Ah bah oui, c'est sûr, hein. Je veux dire, ça te rassure, et ça te donne envie aussi d'y aller un peu plus de l'avant, quoi, et dire moi aussi un jour j'ai envie d'être à votre place, quoi. Tes parents vont arriver? Ouais, ils vont arriver d'ici un quart d'heure, je pense. Et comme c'est ma dernière fois que je suis itinérant, ma dernière, on va dire, dernière étape sur le Tour de France, et je voulais vraiment qu'ils viennent, comme c'est moi aussi qui organise, tu vois. Je leur ai toujours dit, je vous inviterai et tout, et j'ai jamais... et là, j'en profite, ils habitent pas très loin, donc... Là, tu termines ton Tour de France, c'est la 7e année. 7e année, ouais, Tour de France. Vous avez fait bonne route? Pas de l'eau. Oui. Un petit abonnement. Ah, c'était compliqué pour trouver une place pour se stationner. Ah bah Lyon. Donc je vous souhaite un bon appétit, puis une bonne soirée. Tu te souviens de ta belle promesse, la cette bombe reflète dans ton cœur. Oh, et patrie, chante fort ta chanson, pour qu'elle s'envole au-dessus des pignons. Le 29 août exactement, je prends prise de fonction, donc pour être prévôt d'un centre de formation chez les compagnons, à Strasbourg. Prévôt, c'est la responsable d'un site, d'une maison de compagnons, quoi. Donc il y a à peu près 60 sites en France et un petit peu en Europe. Et je serai responsable d'un site de la partie formation, donc du CFA chez les compagnons, quoi, à Strasbourg. Je suis content. Ouais, je veux dire, j'ai pas sauté au mur. Moi,
je reste assez humble et je suis content. Et je sais que ça va demander encore plus de travail et plus de... Et là, à ce moment-là, quand tu sais ça, tu te dis waouh, et là tu te remets en question, quoi. Est-ce que je serais capable d'assumer ça, quoi? Parce que j'ai fait les tests, ouais, mais est-ce que moi, au fond de moi, est-ce que je suis capable? Ok, bah passez-les-moi alors, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue chez les Compagnons du Devoir. On est tous très heureux de vous accueillir parmi nous. Là, vous allez vous changer, là. Donc vous allez suivre, les filles, vous allez suivre Enou qui vous emmène à vos vestiaires. Les gars, vous allez vous changer derrière, là. Et après, vous allez dans la cour. Donc chez les compagnons, comme je vous disais le dernier coup, on ne vous voit pas, on se tutoie. Donc les formateurs, vous pouvez les tutoyer, dans le respect, bien sûr. Donc tous les matins, 8 h, en bleu de travail, prêt à dégainer, quoi. Ok? Putain, mais vous avez bombardé, là. Vous avez déjà fini votre Ronaldo, quoi. Putain, ça rigole pas, quoi. Vache. Ils regardent la liste du matériel, elle voit Serge, je ne savais pas ce que c'était un Serge. Ah ouais? Ah, vache. Ah, bah, d'accord. Bon. C'est comme ça tous les matins, Quentin? Depuis que t'es à Strasbourg? Ouais, quasiment, ouais. Non, là, c'est vraiment coup de bourre parce qu'ils sont arrivés à 120, là. Et j'ai su ça 3 semaines avant qu'il fallait organiser un truc comme ça. Donc là, c'est bon. Et les jeunes, là, c'est des étudiants architectes? Ouais, en première année. D'accord. En première année, t'as du feu, s'il te plaît? Ils sont en première année et du coup, ça fait partie de leur cursus d'intégrer donc une semaine de formation pour qu'ils apprennent un peu à toucher tous les métiers, qu'ils se rapprochent un peu plus. Les architectes, c'est important qu'ils sachent comment on fait. Tu n'es plus plombier, maintenant tu es prévôt, tu diriges cette maison des compagnons. Si, je suis toujours plombier. Oui, mais tu Je diriges suis la plombier maison. avant tout, mais pendant 3 ans, bah, voilà, j'ai mis mon métier de côté. Enfin, mon métier de côté, je pratique plus le métier de plombier chauffagiste. Mais pendant 3 ans, je suis à Strasbourg pour gérer, organiser le bon fonctionnement du centre de formation. Je trouve que tu as pris confiance en toi-même depuis Lyon. Ah ouais? Oui, je trouve qu'il y a une transformation. Ah bah après, ça, c'est la gage qui veut ça, quoi. C'est la mission de prévôt qui... Il faut avoir confiance en soi, surtout devant déjà une équipe de formateurs. On fait souvent des réunions, parce que je manage un peu l'équipe de formateurs, ils sont une quinzaine. Il faut être confiant en soi, il faut avoir de la confiance, sinon ben, si on n'inspire pas la confiance, forcément derrière ça ne suit pas, quoi. Tout à fait. Merci. Le 10 mai à 20h, le 10 mai 80 à 20h, la victoire de Mitterrand, ça m'a provoqué un choc dans la tête. Et je pense que c'est comme une allégorie du changement. Quelque chose change, mais dans ma vie aussi, quelque chose peut changer. Et de ce moment-là, de cette seconde-là, j'ai décidé que je ferais quelque chose d'autre de ma vie. Et je ne savais pas quoi, mais je resterai pas garçon de café. Je ferai quelque chose. Et je ferai quelque chose dans la bataille intellectuelle. Je l'ai décidé, je crois, à cette seconde-là. Et donc, du coup, un peu par hasard, en décembre 81, parce que je ne savais pas trop quoi faire, j'ai arrêté la saison de garçon de café en octobre 81, et puis je ne savais pas trop où aller et quoi faire. Et j'ai vu dans le Sud-Ouest, en décembre 81, par hasard, l'université de Pau qui disait si vous avez tel âge ou une activité professionnelle, et si vous voulez passer l'équivalent du baccalauréat, c'est ici que ça se passe. Oh, ça m'a étonné, j'ai téléphoné, j'ai retiré un dossier et je me suis inscrit pour passer l'examen spécial d'entrée à l'université. Je me suis trouvé dans la situation d'un type qui a une pièce en bordel et j'achète des étagères et je range tout. Et j'ai tout rangé dans ma tête. Je me suis fabriqué des étagères. Et j'ai été jusqu'à la maîtrise de droit, alors là... sans problème. Hein. Et je me suis dit, il faut que je fasse du journalisme politique. Et ça, je l'ai décidé 25-26 ans. Donc j'ai fini la maîtrise, j'ai passé le concours d'entrée de l'école de journalisme de Bordeaux, un
vendredi matin, à Bordeaux, en juillet 86. Il y a 1200 personnes pour 60 places. Donc le matin, il y a des épreuves écrites. Il y a tout un tas de gens qui viennent là. Ils n'ont rien préparé. Alors moi, j'étais préparable, alors que donc, les épreuves écrites, sans problème. Et l'après-midi, l'oral. Et donc, il y a un jury à l'oral. Et donc, quand vient mon moment de passer l'oral, je dis, en gros, hein, je résume, mais l'esprit, c'était ça. Hein, voilà. Moi, je viens d'un peu loin. J'ai arrêté les études, j'ai repris. Je veux faire du journalisme politique. Soit vous me prenez à l'école, soit je me suicide. Voilà. En gros, c'est clair. Hein. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Hein. Ça, c'est la chance de ma vie. Et il faut que ça marche. Hein. Et le lendemain, chez moi, le téléphone sonne. La directrice de l'IUT, qui était dans le jury, mais je ne le savais pas, qui s'appelle Edith Raymond, voilà, m'appelle et me dit je vous appelle parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser attendre jusqu'en septembre. Hein, parce que, bon, on a compris que... Alors, on va vous prendre, hein, donc vous inquiétez pas. Je lui ai fait peur, je crois. Vous inquiétez pas, voilà... Ne vous suicidez pas. Oui, en gros, c'était ça, quoi. Alors, le mot suicide est excessif, bien sûr, mais je leur ai dit que, voilà, c'était énorme, quoi, pour moi. Voilà, ça, il fallait que je le réussisse, quoi. Sinon, voilà. Et donc, ma volonté, plus la confiance et l'aide de certaines de ces personnes ou de certaines de ces institutions m'ont permis de donner à ma vie un contenu qui m'a beaucoup nourri, dont je suis heureux, à titre individuel. Il faut en avoir conscience. On vit dans une société où on a ces outils-là. On les dénigre beaucoup, peut-être parce que par certains aspects ils sont critiquables, voilà. On les dénigre beaucoup, mais ils peuvent aussi apporter quelque chose. Donc, là, je te prie, c'est voilà. Mon mari était là, mais il a pu partir. Ah, ok, d'accord. Oui, jusqu'à 10h. Donc, plombier, c'est ça? Oui. Le plus beau métier du monde. Pourquoi tu as vraiment te diriger vers cette voie professionnelle? Bah, en fait, je suis pas fait pour les études. Ah, bah ouais. Oui, non, je suis pas fait pour les études. D'accord. Tu te reconnaissais pas dans ce système scolaire, quoi? Non, D'accord, ok. Ouais, pas trop. Ouais, bah oui, parce qu'il compte vraiment venir ici et puis. Et pour te rassurer, moi, comme je disais tout à l'heure, il y a 11 ans de ça, j'étais exactement à ta place. Ouais. Et j'ai un homme d'un côté et mon papa de l'autre, quoi. Et le prévôt, pareil, qui avait une sacrée carrure, quoi, qui m'avait un peu intimidé, mais il faut pas, quoi. Faut... Bonne journée. Merci à toi. Au revoir. Je faisais une radio libre, la fameuse époque des radios libres, j'étais plus ou moins à la technique. J'écrivais un peu des textes pour un garçon qui s'appelait Yvan Burger. Voilà. Et puis ce Yvan Burger, un jour, va auditionner pour le théâtre de Bouvard et me dit tiens, si tu veux, tu peux aller auditionner. Bon, j'y suis allé, mais vraiment dans l'idée que, bon, peut-être, voilà, on va voir, peut-être que... Mais j'étais vraiment sûr que je valais rien, que je valais pas tripette, quoi. Donc, comme dans cette radio libre, j'écrivais un peu des textes, je me suis dit, tiens, là, je vais écrire des textes pour les gens du théâtre de Bouvard, quoi. Et c'est là où Didier, que j'avais déjà rencontré auparavant, on avait joué au café-théâtre ensemble, Didier me dit, non, mais non, tu vas pas écrire pour les autres, tu vas jouer. Tu es autant capable, sinon plus capable que certains et que les autres de jouer. Et c'est vraiment Didier qui m'a relevé un petit peu comme ça par le col. Je me souviens, moi j'avais l'impression que j'usurpais totalement ma place, quoi. Mais malgré tout, l'aventure des inconnus a commencé plus tard, mais déjà se profiler avec je me cache dans un groupe. Bon, on me dit que je vaux quelque chose, ils sont bien gentils, mais je vaux rien, enfin voilà. Mais ça évolue quand même. Vous vous séparez de l'école à un moment donné quand même. Bah, ça se fait effectivement par les retours que la vie nous donne, du succès que le métier nous a donné. Mais c'est toujours comme une bête qui est tapie dans l'ombre et qui est prête à bondir. Comme je le disais tout à l'heure,
un mauvais film, enfin non pas un mauvais film justement, un film en tout cas qui marche pas et bing, ça me ramène au redoublement. Donc le monstre est toujours là prêt à bondir. Alors qu'est-ce qui change? Il est moins prégnant, moins présent, il vient de moins en moins souvent et c'est de moins en moins fort. Et grosso modo, c'est une liberté qui s'acquiert par rapport à ça. Mais la chose est là, si c'est marqué au fer rouge, comme je disais, c'est une image, ça laisse une cicatrice, elle fait plus mal, la cicatrice, enfin, ça fait plus mal, mais il y a toujours une marque. Je marchais dans la rue et j'ai buté contre un agenda, un carnet d'école, un carnet de texte d'une petite fille. J'ouvre ce carnet et à la marge, justement, toujours la marge, je vois de sublimes dessins qu'elle avait dessinés en écrivant ses devoirs à côté. Et je vois ça et je dis, mon Dieu, sa mère a jeté ça, c'était dans les poubelles. Elle n'a pas vu ces dessins merveilleux qui étaient pour moi des trésors. Et je me suis vue dans ces dessins. Voilà, j'étais à la marge, j'ai dessiné. C'était moi à la poubelle. J'ai arrêté la peinture pour un temps et j'ai dit, voilà, c'est ça ce que je vais faire. Je vais aller faire les poubelles des écoles. Et je vais leur dire comment prouver qu'il n'y a pas de camp, que ça n'existe pas. En sortant les déchets des classes et leur dire, regardez ce que vous jetez. Vous jetez l'origine, la genèse de la peinture. Et pendant 2 ans, je n'ai que de cesse, je faisais les poubelles des écoles. Que ça. J'allais même dans les bennes à ordures, je m'infiltrais dans les lycées en cachette et dans les collèges. Un jour, la proviseure m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame, dans la benne à ordures? J'ai perdu quelque chose. C'était surréaliste. J'étais en transe, j'étais obsédée. J'avais trouvé quelque chose, j'avais trouvé l'idée de nous en sortir, de nous sortir des poubelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes réparée, Linda? Non, jamais. On n'est jamais réparé, on n'a jamais confiance en soi. Tout ce qu'on fait, c'est nul, c'est vrai, c'est terrible, mais bon, c'est sûrement nul, moi je le pense encore. Hein. C'est une maladie, moi je dis qu'on nous inculque comme un poison, et on n'est pas débarrassé de ça. Peut-être que c'est pour ça qu'on fait ça. J'aurais pas fait tout ça si j'avais confiance en moi. Mais j'aurais jamais confiance en moi. Hein. J'ai honte. C'est terrible, mais j'ai honte. J'ai honte de moi. C'est triste. La vache, 4,3 en maths. Putain, j'étais si mauvais que ça. Quand tu rencontres des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas quand tu étais plus jeune, est-ce que ton échec scolaire ou ta difficulté scolaire, c'est quelque chose dont tu peux parler sans tabou ou est-ce que ça te gêne? Ouais, ça gêne toujours un petit peu, quoi. Ouais. T'as toujours peur du regard des autres, après, voilà, c'est comme ça. Hein. T'as toujours peur du regard des autres, ce qu'ils peuvent penser sur toi et tout, mais après, il faut des préjugés, des trucs comme ça, mais après, il faut... C'est là où il faut être fort, quoi. C'est là où c'est parce qu'on est en échec qu'on peut pas y arriver, quoi. Autre part, quoi. Qu'on n'a pas sa voix, qu'on va pas faire un bout d'histoire, ouais, enfin, qu'on trouve pas sa place, quoi, tout simplement. Je pense que quand on passe par certains maillons de la chaîne, vous avez toujours du mal à trouver votre place. Oui, lâcher la main du passé, c'est une grande théorie. Mais il y a des frustrations, des blessures de votre passé qui sont encore là, qui sont des fois encore douloureuses. Alors est-ce que je trouve ma place dans certains univers, du luxe, de ce qu'on appelle la bonne société? Je ne suis pas sûr. J'ai encore besoin maintenant de retrouver de l'énergie des fois dans les quartiers que j'ai connus et de dire dans ces quartiers, si j'ai pu entrevoir un tout petit peu de succès, alors vous pouvez le faire aussi. C'est du domaine du possible. Mais je crois que l'extraction sociale d'où l'on vient, on ne l'oublie pas facilement. Il ne faut pas oublier que la France, c'est fils d'eux ou élève d'eux. Ça reste encore ça. Donc c'est ça qui est compliqué pour des gens qui viennent du type de quartier dans lequel je viens. Donc je reste un individu atypique. Alors on m'accepte parce que je fais partie de ces gens qui ont sorti des rames de 15 mètres de long pour essayer d'être restés sur le top niveau, sur le devant de la scène. Mais je sais que au premier moment où je baisserai la garde, j'aurai beaucoup de mal à me relever. Donc, je sais que rien n'est jamais acquis.
je sais que par rapport à mon extraction sociale, qui me donne une vraie force aujourd'hui, eh bien, je connais la règle du jeu. Je connais la règle du jeu. Et je sais que on nous fait payer encore notre niveau d'extraction sociale. Et le fait de ne pas être fils 2 ou élève 2, si vous prenez un tableur Excel et que vous rentrez les réussites sociales dans différents métiers, et notamment dans le mien, que je connais bien parce que c'est une expérience que j'ai faite, vous vous apercevez que c'est beaucoup plus facile si vous avez été un très bon élève d'école hôtelière ou si vous avez été l'élève d'un grand pour gravir la hiérarchie. Si vous avez travaillé avec un meilleur ouvrier de France, vous avez plus de chances d'être meilleur ouvrier de France. Si vous avez travaillé dans un univers de triplement étoilé et que vous êtes fils ou élève 2, eh bien, vous avez plus de chances d'arriver. Ça, c'est du concret, ce sont des faits, on peut le quantifier. Donc voilà, et c'est un peu le reflet aussi de ce qu'est ce pays, encore à cette fin du XXe siècle, mais dans ce XXIe siècle, de se dire, bah, si tu n'es pas fils 2 ou élève 2, bah, ton réseau, tu ne l'as pas. Et quand on crée Cuisine Mode d'Emploi, c'est la réflexion qu'on a. Pourquoi on le ferait? Pour créer un cadre éducationnel choisi par le candidat et ensuite lui proposer un réseau qui va lui permettre l'épanouissement. Et de considérer, et que l'ensemble de mes collaborateurs ici le savent, considérer qu'il n'y a pas de personne faite pour l'échec et qu'il n'y a pas de quartier fait pour l'échec. Ça n'existe pas. On ne peut pas nous vendre ça. Donc ça, c'est vraiment l'ADN même de cette école. C'est exactement. Il n'y a pas de personne ne naît sur cette planète pour être dans l'échec. Quand il est dans l'échec, c'est qu'il n'y a pas de projet. C'est qu'on n'a pas su faire naître chez lui l'idée d'un projet. Et ce n'est pas des projets à 20 ans. Vous voyez, ici, c'est un projet à 12 semaines. Et 12 semaines, ce n'est pas 3 mois. Mais en 12 semaines, on est capable de se redresser et de regarder la vie en face telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Quand je vois aujourd'hui qu'on a dit dans les années 70 ou 80, on va faire un taux de réussite au bac à 80%, 90%, c'est complètement fou. Tout le monde n'a pas les capacités, les aptitudes pour être matheux ou ainsi de suite. Aujourd'hui, donc, on a fait monter tous ces jeunes à avoir des diplômes, qui au final, finalement, ne trouvent pas de boulot. Et puis, on a dévalorisé tous les métiers manuels. Alors qu'il y a des gens qui ont des vrais talents dans les mains, il y a des gens qui ont des choses à dire, à faire. Attendez, regardez les gens qui ont fait ça. On peut pas, et tout le monde. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que ces gens qui sortent du sérail, les bons élèves, viennent ici et admirent l'œuvre. Ils admirent. Par contre, ils ont une condescendance pour l'homme qui a fait cette œuvre-là, qui est absolument exécrable. Ils savent reconnaître des œuvres, mais ils ne savent pas reconnaître l'homme qui est derrière l'œuvre. Et ça, c'est criminel pour moi. Parce que pour moi, le plus important, bien sûr, c'est l'œuvre, mais c'est quand même l'homme qui l'a fait. Et ce système méritocratique coupe de tout ça. Et je pense que notre société oublie l'humain avec un grand H. Donc on a la chambre combien là? 5. Donc Amaury, il faut que tu signes. Hugo, il faut que tu signes. Et qui c'est qui... Vous êtes que tous les deux là? Je vois 3 lits là et je vois que deux noms. Non mais là, c'est qui est là? Mais j'ai dit, il y a tout le monde qui a changé. Moi je pensais que je pouvais aussi. Non les gars, il y a un moment donné les gars, c'est pas comme... Ah non, je vais essayer. Alors, on va rappeler tout le monde. S'il vous plaît, tout le monde sort de sa chambre là, t'es tout seul là? Ok. On fait des listes, c'est pas pour rien. Il y a des gens qui se cassent la tête à faire des listes avec des noms de chambre et tout. Si vous mélangez tout, ça va pas le faire quoi. Le jour où il y a un problème, il faut toujours imaginer le pire, le jour où il y a un problème, il y a un incendie ou je sais pas quoi, et que les pompiers doivent intervenir, et qu'on veut savoir qui c'est qui est dans cette chambre-là ou quoi que ce soit, ça va pas le faire quoi. Bravo, pardon, excusez-moi. Oh là là. Voilà, ouais, non, Tu te dis, bah, ce que je fais, c'est utile. Tout simplement, quoi. Du moment que ça te plaît, tu te donnes les moyens. Et du moment que tu te donnes les moyens, tu es capable à beaucoup de choses. À de très grandes choses.
La preuve, hein, comme beaucoup de choses, beaucoup de gens là. Enfin voilà. La preuve, tu veux dire quoi? Bah, par rapport à Thierry Marx, enfin toutes ces personnes-là, quand je veux dire. Enfin moi ça m'impressionne moi, de là où vous étiez, Bernard Campan, enfin tout ça, toutes ces personnes-là qui sont arrivées, enfin. Qui étaient vraiment pas au fond du gouffre, mais qui étaient en face du mur. Et puis ils se sont donné les moyens, je pense, enfin je ne peux pas parler à leur place, mais je pense qu'ils se sont donné les moyens parce qu'ils se sont reconnus dans ce qu'ils faisaient, et puis ils y prenaient du plaisir, et puis ça a donné un sens à leur vie, tout simplement. Et moi c'est pareil. Du moment qu'on donne un sens à sa vie, c'est magnifique.